Bonjour à tous, bienvenue parmi nous dans ce nouvel épisode du Café by BSK. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui concerne la majorité des Français, l'immobilier, et on va s'intéresser plus précisément aujourd'hui à la trêve hivernale, le droit au bail, tout ce qui touche à la location. Alors, on a la chance aujourd'hui d'accueillir parmi nous Maître Jean-Guillaume Lesage. Bonjour Kelly. Bonjour, merci d'être parmi nous ce matin. On a tout un tas de questions à te poser qui va intéresser, j'en suis sûre, à la fois les futurs bailleurs, les locataires, les propriétaires. C'est vraiment un thème assez large qu'on a choisi ce matin parce que l'idée du Café by BSK, c'est vraiment de vulgariser, de rendre accessible le monde de l'immobilier. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un facteur, c'est quand même un milieu qui plaît énormément et qui touche beaucoup de Français. Effectivement, et malheureusement beaucoup de sources de litiges aussi. C'est ça. Alors, avant de commencer, on a une petite question puisque notre charmant podcast s'appelle Le Café by BSK. Si tu devais te définir comme une boisson chaude, alors pas nécessairement un café, quelle serait-elle ? Je vais dire un chocolat chaud vu que je ne bois pas de café. Ou alors une bonne chicorée, pourquoi pas. Ok. Quelque chose de doux et authentique. À ce moment-là, oui, plutôt la chicorée. On regarde l'effet du café, mais tout doux. Ok, ça marche. Alors, je te propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. La première question que on se posait, c'était est-ce qu'il y a des astuces ou des façons de faire pour rédiger un bail qui soit, entre guillemets, solide ? Alors, je dirais pas qu'il y ait des astuces en particulier, mais je dirais que ça dépend du contexte, de la situation. L'intérêt est plutôt de bien se renseigner sur la personne en face. Ouais. Notamment si c'est un couple marié ou pacsé, ou si ce sont des concubins. Tout va dépendre des cas de situation. Donc ensuite, pour dire que c'est solide, encore faut-il savoir qu'est-ce qu'on loue. Ouais. Parce que des fois, vous avez la question, vous louez par exemple, vous mettez une annonce approximativement 50 mètres carrés. Vous ne savez pas combien fait la taille de votre appartement. On va prendre l'exemple de Toulouse. Ou même vous avez des vieux appartements et vous avez des personnes qui relouent régulièrement le même appartement sans mettre à jour les diagnostics, voire même ne les font pas tout court. Ou même la loi Carrez vous impose de mettre dans le contrat de bail un nombre de mètres carrés défini qui doit être arrêté. Donc, par exemple, vous pouvez avoir approximativement 50 mètres carrés. Sauf que ce n'est pas la taille exacte. Supposons que le locataire décide de faire venir un professionnel. Et mince, en réalité, votre appartement ne fait pas 50, mais 45 mètres carrés. Il sera en droit de demander naturellement une réduction du loyer. C'est plutôt ce genre de petites choses qu'il faut regarder. Ou même lorsque vous faites une colocation, l'intérêt, c'est de mettre une clause de solidarité. Ou même, en cas, si vous avez deux personnes comme des concubins, si un des concubins décide de partir ou donne ce préavis, mettre une clause de solidarité qui durera 6 mois, tout aussi intéressant. Ok. Pour garantir les loyers. Donc déjà, premier tips, qu'on regarde bien sur l'annonce, que ça soit marqué en mètres carrés, et pas en mètres carrés ressentis, comme c'est la grande mode actuellement. Ceci n'existe pas. Ressenti pour les personnes qui seront dedans, certes, mais en revanche, voilà, il faut quand même être précis au niveau du bail. Ensuite, voilà, l'autre astuce, c'est le bail meublé ou non meublé. C'est ça. Alors, bien, cool. Tu avances dans mes questions, ça rebondit directement dessus. Alors, la question, bon après, le bail meublé, c'est une durée de 3 ans. C'est prévu par la loi de 1989, dans tous les cas de figure, qui est une loi d'ordre public, on ne peut pas y déroger. Et ensuite, pour le bail meublé, c'est une durée de 1 an, ou 9 mois, suivant les cas de figure. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Non. Voilà. Après, il faut être sûr de qu'est-ce qu'on loue. Tout simplement. Ensuite, la question, c'est est-ce que vous pouvez louer ? Bon, là, je vais peut-être dériver un peu sur d'autres cas de figure parce que je pense je vais rester dans des grandes villes comme à proximité, comme Toulouse. Vous avez des habilitations avec une clause bourgeoise, d'habitation bourgeoise. Par exemple, vous ne pouvez pas exercer d'activité commerciale dedans. D'accord. Ok, alors. Pour ce type de principe. Donc là, l'intérêt de regarder le règlement de copropriété aussi également. Et naturellement, il ne faut pas oublier de prévenir votre locataire s'il décide d'exercer une activité chez lui. Et oui, parce que dans le règlement, c'est bien spécifié qu'on ne s'est pas forcément ouvert à tout type de location. Par exemple, là, il y a eu beaucoup de bruit autour de tout ça, mais il y a beaucoup de copropriétés qui refusent le Airbnb, par exemple. Tout à fait. Bon, après, là, le cas du Airbnb, encore, est-ce que c'est autorisé ou pas dans le règlement de copropriété ? Si vous voulez clairement l'interdire, il faut clairement le mettre dans le règlement de copropriété. C'est-à-dire que c'est interdit, justement, à la location de tourisme. D'accord, donc quelqu'un aujourd'hui qui voudrait acheter un appartement pour faire du Airbnb, il faut bien qu'il s'assure au préalable dans le règlement de copropriété que c'est autorisé.
Parce Absolument. que Enfin, pas spécialement que ça soit autorisé, mais en tout cas que ça ne soit pas interdit par le règlement de copropriété. OK. Alors, on voit aussi de plus en plus, contrats alors meublés, non meublés et cetera, mais aussi arriver les contrats de colocation. Parce que ça aussi, c'est un autre moyen d'aller chercher de la rentabilité sur, son investissement. Et qui est récemment, j'ai vu quelques litiges dans ce domaine aussi. Alors, heu, pareil pour un contrat, enfin, vous voulez mettre votre bien en colocation, OK. Après, c'est toujours le même régime. Meublé, non meublé, voilà, c'est au choix. Donc naturellement, si vous avez un non meublé ou un semi-meublé, j'entends jusqu'à quelques meubles, ça ne rentre pas dans la gamme du meublé, hein, juridiquement. C'est D'accord. très important. Quand vous louez un meublé, vous devez louer au complet, c'est-à-dire aller jusqu'à la petite cuillère. Oui, c'est ça. Voilà, pour être Oui, très précis, vous fournissez un logement complet. avec un Très inventaire important. précis et cetera. C'est ça qui vous permet de bénéficier de certains avantages fiscaux. Bon, jusqu'à la prochaine loi de finances, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Voilà, ça reste encore un mystère. Aujourd'hui, en tout cas. Donc, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mais ensuite, pour la colocation, voilà, on reste sur ces deux régimes juridiques, hein, principalement, meublé ou non meublé. D'accord. Ensuite, ce qui est intéressant par rapport, en tout cas en termes de colocation, finalement, c'est que vous louez une chambre. Mmh. Finalement, vous transformez votre appartement. Vous dites, par exemple, vous avez 3 chambres. Donc finalement, 3 chambres considérées comme des parties privatives pour Mmh. chacun de vos colocataires. Ça, c'est une chose. Ensuite, vous avez les pièces de vie communes, à ce moment-là, qu'on pourrait qualifier de parties communes. Chacun doit avoir son bail. Voilà. Donc, après, ensuite, la question, et là où vous pouvez avoir des problèmes, c'est sur la vie commune. Oui. Notamment des cas de figure où vous pouvez avoir 2 colocataires qui se liguent contre un colocataire. Dans ce cas, ça s'appelle évidemment un trouble de jouissance pour le premier colocataire qui est victime de ces troubles. Et là, vous devez intervenir, faire quelque chose. D'où qu'il y a quand même un intérêt récent pour rédiger en quelque sorte un règlement, une charte de vie commune. On peut appeler ça comme ça. J'ai eu des clients qui ont eu l'idée de le faire, ce qui est aussi bien parce que du coup, si les personnes l'ont signé et ne le respectent pas, ça peut être un motif plus tard pour résilier le bail sur un contexte de motif sérieux et légitime. OK, une sorte de charge, j'étais pas au courant. Une C'est charte, tout à fait, un règlement de vie commune, en quelque sorte, sur les parties communes de l'appartement, que chacun des colocataires doit respecter. OK. Et alors, pour avoir aussi rencontré beaucoup de personnes comme ça qui achètent pour faire des investissements dans les colocations, souvent coloc dit, des personnes un petit peu plus jeunes, voilà, qui n'ont pas forcément les mêmes notions, de ménage que tout le monde. Et en fait, souvent, certains propriétaires actuellement ont tendance à mettre, en fait, dans l'annonce de la location, le passage d'une femme de ménage une fois par semaine, parce qu'en fait, comme ça, derrière, ils sont sûrs de pas récupérer l'appartement dans un état, voilà, avec beaucoup de travail, on va dire, derrière, de rattrapage. Est-ce que ça, aujourd'hui, c'est quelque chose, qui est possible? Est-ce que c'est quelque chose, En soi, ce n'est pas interdit dès lors que les colocataires, enfin vos locataires, sont au sont au courant? courant du passage de la personne et encore cette personne, cette femme de ménage n'a pas le droit de rentrer dans les parties privatives, c'est-à-dire les chambres de chacun des locataires. D'accord, En donc faut que revanche, ça elle peut reste dans les être là parties communes. dans les parties communes, absolument. Sauf si elle y est invitée, s'il y a un arrangement, voilà, tout est possible, hein, OK, sur ce point-là. mais c'est possible. Mais ça peut, rester possible. On peut le Voilà, rajouter dans la y a clause du contrat de voilà, colocation, comme par exemple laisser l'accès à la femme de ménage pour l'entretien. Bon, naturellement, les locataires vont payer un peu plus l'arrivée de la femme de forcément. ménage, mais bon, après, aussi, il y a la question du locataire sur le bon entretien du logement. Eh oui, parce que ça, il y a travaux et travaux. Il y a des C'est ça, travaux qui sont à la charge du bailleur, notamment les gros travaux, oui. et les petits travaux de réparation, qui sont à la charge du locataire, que ce soit, par exemple, changer une chasse d'eau. Voilà. Donc, la Les question ampoules. c'est ou les ampoules. Mais si vous avez une femme de ménage, quelle est la limite de son intervention? Parce que si vous laissez une pile de vaisselle, Oui, forcément. est-ce que c'est à elle de le faire? Voilà, ça reste toujours après ce genre de questions. Il faut se mettre d'accord, il faut bien encadrer les choses. Mais pareil, ça peut faire l'objet peut-être d'une annexe, un petit peu comme la charte, dont on parlait tout à l'heure, pour Effectivement. détailler un petit peu ses prérogatives. Après, c'est un peu de bon sens de la vie commune, hein. Bien sûr, on Bien s'entend, d'accord. on part dans la colocation, on se dit je vais vivre avec plusieurs personnes, y compris des personnes que je ne connais pas. Donc, bon. Là, après, il faut savoir dans quoi on s'engage aussi avant de dire je pars en colocation. Forcément. Alors justement, on parlait, du contrat de bail. Aujourd'hui, beaucoup de propriétaires, donc
ont décidé de louer par eux-mêmes pour s'éviter les frais de gestion et optimiser leur rentabilité. Mais du coup, certains se posent la question, est-ce que j'ai droit de rajouter des conditions particulières pour me protéger dans mon contrat de droit au bail? Ou est-ce qu'au contraire, attention, danger? Alors, ça dépend des cas de figure, encore une fois, mais ce n'est pas recommandé. Parce que, bon, la plupart des personnes qui veulent partir faire ce genre de démarche n'ont pas forcément connaissance de certaines lois. Ou alors, ils vont utiliser ChatGPT. Donc, bon, le problème, c'est que ChatGPT fait de la création. On ne va pas vérifier que vos clauses sont conformes, justement, à la loi du 6 juillet 1989. Comme je le rappelle, c'est la loi d'ordre public, il faut s'y conformer. On ne peut pas y déroger. D'accord. Donc voilà, si en plus ChatGPT vous fait un nouveau contrat, parce que le délai de préavis, que ça soit pour vendre, pour reprise ou pour un motif sérieux ou légitime pour pouvoir demander le départ d'un locataire, si vous avez ChatGPT, vous ne faites pas attention qui réduit ce préavis à 3 mois, voilà, cette clause n'est pas valable. C'est ça. Alors, Dans tous les cas j'imagine de figure. qu'aujourd'hui, beaucoup viennent vous consulter après, quand les premiers problèmes arrivent. Mais est-ce qu'aujourd'hui, certains ont quand même ce réflexe de se dire, bah, finalement, je vais anticiper, je vais venir consulter avant Mm. pour justement partir sur de bonnes bases et partir l'esprit serein? Non, 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 c'est très très rare. C'est très, très Non, rare. non. C'est plutôt après que la catastrophe soit arrivée qu'on vient nous voir. Ok, alors deuxième conseil du jour, plutôt anticiper, aller faire vérifier son contrat de droit au bail pour vérifier que tout soit bien serré. C'est l'intérêt de faire intervenir des professionnels du droit comme nous, hein, de toute façon. C'est de faire un contrôle derrière pour s'assurer que notre clause soit valable. Voilà. Après, quand on parle de garantie, parce que vous avez certes ce qu'on appelle la caution, mais qui en soi est qualifié de dépôt de garantie lorsque vous avez quelqu'un qui rentre dans les lieux, mais après, rien ne vous interdit d'avoir aussi une caution personnelle d'un parent ou de quelqu'un d'autre qui prenne à la charge les loyers impayés. Alors, quelque chose de très important, parce qu'il y a de la jurisprudence récente dessus et j'ai des litiges dessus, sur comment que doit payer la caution. Parce que généralement, la caution doit le loyer. Très bien. Mais le problème, c'est que quand vous faites un contrat de bail, vous avez le loyer, vous avez les charges. Donc, est-ce qu'on inclut les charges dans la caution? Dans quelle limite? Et enfin, dernier cas de figure, quand vous expulsez un locataire, Mhm. quand vous avez, très important ça pour revenir dessus, il faut aussi une clause résolutoire dans les baux d'habitation. D'accord. Ce qui vous permet, notamment, bon, pour aller très vite, en cas d'impayé, demander l'expulsion de votre locataire dans une procédure, ce qui s'appelle en référé. Donc, en théorie, c'est censé aller vite. En pratique, c'est assez long. Mais bon, vous allez quand même un petit peu plus vite que sur ce qu'on appelle une procédure au fond, actuellement. Et donc, à ce moment-là, ça veut dire que le bail a sauté, il est résolu. Et par conséquent, ce n'est plus un loyer, c'est une indemnité d'occupation. D'accord. Et cette indemnité d'occupation, si la caution doit la payer, il faut que ça soit précisé dans la caution. Sinon, là, nous avons eu justement de la jurisprudence récente qui disait que non, la caution n'est pas tenue des indemnités d'occupation parce que ce n'est pas prévu dans l'engagement de caution. Ok, donc c'est ce qu'on appelle la clause résolutoire. Alors, c'est la clause résolutoire pour expulser d'abord la personne. D'accord. Et si jamais elle est expulsée et que voilà, le bail est considéré comme résilié et qu'elle reste dans les lieux dans l'attente de son départ ou de son expulsion par la force publique, Mhm. ça s'appelle une indemnité d'occupation. Ok, alors justement, oh, pardon. Non, voilà. Et c'est cette indemnité d'occupation qu'il ne faut pas oublier de mettre dans l'engagement de caution, dans l'acte d'engagement. Ok. Parce que là, justement, on est en plein dedans. On va parler de la trêve hivernale. Donc, du 1er décembre ou 1er novembre? 1er novembre. 1er novembre jusqu'au 31 mars. Oui, 31 mars, oui. Oui, c'est ça. Donc là, on n'a pas droit de mettre à la rue ces locataires. Alors, ça, c'est l'inquiétude de bon nombre, en tout cas, de propriétaires bailleurs. Hein. Effectivement, vous ne pouvez pas expulser de force un locataire pendant cette période. En revanche, rien ne vous interdit de faire au préalable des démarches. Ne serait-ce que, par exemple, ce n'est pas parce que nous sommes pendant la période hivernale que vous avez des impayés que vous ne pouvez pas lancer de procédure. Vous pouvez amplement le faire. Mais la seule chose qui est interdite, c'est de mettre quelqu'un dehors, même par la force. Et je recommande de ne pas le faire en faisant venir quelques amis, parce que là, encore il y a quelques temps, j'ai vu dans la dépêche, justement, un bailleur a été condamné pour avoir expulsé de force manu militari un locataire. Ouais. Je ne vous recommande pas trop si vous ne voulez pas faire un petit séjour derrière les barreaux. Bon, ça reste quand même assez rare, mais bon, vous serez condamné devant le tribunal correctionnel.
D'accord, donc prendre son mal en patience, respecter les étapes de la procédure. Mmh. C'est le plus compliqué aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que les délais, devant les juridictions, c'est long. C'est long. Donc, en réalité, le problème, c'est une question de durée aujourd'hui. C'est pas un problème de simplifier des procédures ou d'inventer de nouvelles lois avec de nouvelles procédures. Tout existe déjà. C'est un problème de délai finalement et de moyens envers la justice et les greffiers. Donc justement, quand on sent que ça tend vers cette orientation-là, est-ce qu'il y a des moyens aujourd'hui d'anticiper tout ça? Est-ce qu'aujourd'hui, si son locataire n'a pas finalement, on a un impayé sur un mois, est-ce qu'il ne vaut pas mieux ouvrir le dialogue plutôt que de rentrer dans ce process qui va être très long? Est-ce qu'il y a d'autres façons aujourd'hui de se protéger avant d'en arriver là et de trouver des solutions qui permettraient... Alors pour avoir eu les 2 cas de figure, hein, bien sûr, bailleur comme locataire, comme je peux dire à l'un ou à l'autre, un accident de la vie, ça peut arriver à tout le monde. D'avoir quelqu'un qui a manqué 2 mois de loyer parce que malheureusement, il a perdu son travail, malheureusement, il s'est passé quelque chose, un drame, un divorce, voilà, on ne sait jamais, hein. Ça peut arriver à n'importe qui. Moi, ce que je recommande généralement pour éviter, surtout si jamais en plus le locataire de bonne foi recommence à payer, il y a 2 mois de loyer dans le vent. Et si la personne travaille, je recommande au bailleur, attendez, trouvez au moins un accord pour étaler la dette. Ce qui va autant satisfaire le locataire. Il se dit, bon, ça va, j'ai pas ce stress de je vais me faire expulser de mon logement et je vais payer. Voilà, donc on peut toujours trouver un arrangement. De toute façon, avant toute procédure, aujourd'hui, on est obligé de passer par l'étape de la conciliation. Donc, bon, tous les cas de figure, il faut passer devant un conciliateur judiciaire ou autre pour certaines procédures. Donc voilà, c'est ce que je peux recommander aujourd'hui pour évidemment les petites dettes. Si vous avez quelqu'un qui en revanche arrête totalement de payer, bon bah là, il y a pas de, il faut aussi voir l'intérêt du bailleur qui a acheté un bien pour le louer ou qui possède un bien pour le louer. Bon, ça reste, c'est toujours un problème entre le droit de la propriété aujourd'hui du bailleur et le droit à un logement du locataire. Comment trouver le juste milieu? Ça. Ouais. Alors justement, est-ce que vous auriez des petits tips en particulier à confier à nos futurs propriétaires ou tous ceux qui voudraient se lancer dans cette belle aventure que l'investissement, pour qui justement se méfient ou soient en alerte ou qui puissent se protéger un maximum? Alors on l'a vu, hein, tout à l'heure, on l'a dit, c'est avant tout aller consulter au préalable pour s'assurer de construire un bail qui soit solide. Mais est-ce que dans les dossiers, il y a des petits facteurs qui peuvent apparaître comme des petits attention, red flag? Alors après oui, c'est sur on va dire la sélection du locataire, peut-être sans faire de discrimination, après bon, vous n'avez pas le droit sur le papier, en tant que bailleur de conserver des documents personnels, hein. Naturellement, des personnes qui candidatent pour être locataires, ce qu'on peut recommander, c'est effectivement de faire visiter le bien, donner rendez-vous. Le plus important, je dirais aujourd'hui, c'est de vérifier l'histoire de la personne. Vous pouvez de toute façon demander, vous prenez votre petit carnet, vous notez son identité. Vous n'avez pas le droit de demander une copie de la pièce d'identité comme telle. Vous notez, vous faites un petit point, vous regardez par exemple, parce que là, on veut communément qu'on demande les bulletins de salaire par exemple, ou les quittances de loyer. C'est tout simplement de regarder si les noms, prénoms correspondent, à quoi correspondent les salaires, discuter un peu avec la personne justement de ce qu'elle fait, et si vous voyez que c'est cohérent avec son métier, avec son parcours de vie. Voilà, bon, là, il n'y a pas trop de questions à se poser si vous voyez après qui vous semble solvable. Voilà, parce qu'après, naturellement, vous avez quelqu'un qui peut mentir tout le long. Donc, la question finalement, c'est d'échanger avec son locataire, en quelque sorte créer un lien, et vous pouvez vérifier avec les documents qui vous sont communiqués, si son histoire, voilà, comme je dis, elle est cohérente. Elle est cohérente ou Vous pas? pouvez la voir. Voilà, c'est le seul point où on peut vérifier aujourd'hui sans faire de discrimination. Voilà. Ça, je n'ai pas de solution miracle. Après, si vous avez quelqu'un qui vous ment de A à Z, personne ne le saura. Vous ne pouvez pas aller demander jusqu'au compte bancaire des personnes pour savoir combien ils ont, etc. Non, après, aujourd'hui, bon, on est confronté aussi à beaucoup de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat et eux ont un petit peu plus de mal à faire passer leur dossier parce qu'ils n'ont pas le beau dossier classique avec les 3 derniers bulletins de salaire, etc. Et eux, en général, vont pouvoir demander est-ce que je peux vous régler 6 mois, 1 an d'avance pour montrer leur bonne foi? Est-ce que ça, aujourd'hui, un propriétaire est en droit d'accepter? C'est ce qu'on pourrait appeler une avance sur loyer, mais à ce moment-là, si c'est fait, ça peut être toujours prévu d'un commun accord, on ne peut pas réclamer, on considère que les 6 mois de loyer sont payés, sauf que si la personne, par exemple, avant quitte le logement, donne son préavis, notamment en zone tendue, c'est 1 mois, il faudra restituer le trop perçu de loyer et de charges. Ok.
Très bien. Merci beaucoup. Est-ce que vous auriez un élément que vous souhaiteriez apporter comme précision ou comme voilà, un élément qui vous semble important aujourd'hui à adresser à tous ceux qui peuvent nous écouter et qui ont envie en tout cas aujourd'hui ou qui projettent de se lancer dans l'investissement locatif ou qui ont déjà des locataires et pour qui ça se passe pas très bien et pour éviter des erreurs à l'avenir? Bah, de toute façon, pour faire la bonne pub de notre profession, voilà, faut pas avoir peur de venir nous consulter, justement. Vaut mieux venir nous consulter pour pouvoir préparer un dossier si jamais il y a un problème, tant pour le bailleur que pour le locataire. Ce que je peux dire pour chaque personne, notamment si ça devient, on va dire, ce que je pourrais qualifier d'un comportement agressif d'un côté ou de l'autre, c'est de laisser des traces écrites. D'accord. Parce que malheureusement, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me dire, il a dit ça, il a dit ça. Et le problème, c'est que comment je rapporte la preuve devant un juge? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on a des problèmes de preuve. Donc c'est pour ça que c'est très important de laisser des écrits. Mail, SMS? Mail, SMS, bien sûr. Après, bon, quand c'est des problèmes, notamment pour les bailleurs, quand on se lance, c'est bien de regarder l'état de l'appartement. Bon, ne serait-ce que, est-ce que la personne qui nous a vendu l'appartement ou qu'on a fait construire, est-ce que c'est bien dans les normes, est-ce que tout est correct, etc. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais voilà, de vérifier aussi en amont quels sont les travaux potentiels. De se dire, tiens, attends, il y a peut-être la cuisine à refaire, il y a peut-être ça qui sera à refaire. Donc, le locataire qui pourrait le demander. Voilà, c'est peut-être ce type d'anticipation qu'il faut avoir. Et bon, après, il y a aussi la question des sols, la vétusté des sols. Ensuite, quand vous êtes en copropriété, bon, comme je l'ai dit, vérifier qu'on puisse bien louer, qu'on puisse bien faire de la colocation. Voilà, c'est plein de petites vérifications à faire. Et aussi, bien sûr, ne pas oublier de vérifier, bon, après, ça, c'est un motif de résiliation du bail, que son locataire soit bien assuré. Ah oui. Voilà, Oui, oui, en oui. cas de dommage. Bon, après, il y a des choses qui restent à la charge du bailleur, notamment si il y a une fuite d'eau qui vient, par exemple, d'ailleurs, qui n'est pas du fait du locataire, qui est totalement externe au logement. Voilà, donc ça, c'est l'assurance du bailleur. Mais bon, il y a quand même le locataire qui devra faire une déclaration à son assurance dans le doute, Tout à comme fait. on dit en pratique, hein. Après, voilà, bon, c'est parce que même le locataire peut subir un préjudice de ce dégât des eaux, notamment ses biens meubles. Voilà, donc là, à voir avec son assurance, plus l'assurance du bailleur, pour savoir qui va rembourser. Oui, il y a des obligations légales des deux parties. Absolument. Tout est bien figuré dans le contrat et plus c'est précisé, moins on a d'embêtements par la suite. Bah, de toute façon, après, il y a des textes de loi et notamment même un décret sur les réparations. Donc voilà, c'est prévu. Puis après, bon, bah, il y a des petits cas de figure où il y a des petites zones d'ombre. Donc là, bon, c'est l'interprétation du juge. Très bien, Voilà, c'est au cas par cas. j'imagine. Merci beaucoup, maître. Avec plaisir. J'espère que ça vous a plu. Nous, en tout cas, on vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Du coup, je rebondis sur les impayés. Donc, petite question, si on est en couple, que ça soit marié, pacsé, en concubinage, etc., est-ce que ça a une vraie conséquence? Alors, pour le bailleur, pour deux personnes mariées, ça n'a pas vraiment de conséquences parce que les époux restent solidaires. Ok, Voilà, donc peu importe le régime matrimonial. C'est jusqu'à la transcription du jugement, voilà, où effectivement l'un des deux époux peut ne pas être, n'est plus responsable. Voilà, enfin, on n'a plus à payer sa quote-part du d'accord. loyer. Après, ça dépend aussi. Entre-temps, il y a peut-être un jugement qui va dire que mince, l'époux qui n'est plus dans le logement ne l'a plus à sa charge. Voilà, mais dans tous les cas, il reste solidaire s'il y a un impayé. D'accord. Voilà, c'est Donc, ça malgré l'idée le qu'il faut. jugement, il faut... ouais. Malgré le. Enfin, non, attention, si le jugement a été rendu, non, Ah, il n'est une fois que plus le jugement est solidaire. acté. Une Ok. fois que le jugement est acté, en revanche, il n'est plus solidaire. Ensuite, alors, si vous avez deux personnes pacsées, alors pareil, normalement, bah, c'est solidarité jusqu'à D'accord. la dissolution du PACS. Mais après, tout dépend de qui a signé. Si vous avez une seule personne qui a signé, bah, si l'un des deux conjoints s'en va, bon, bah, si la personne qui ne figure pas au contrat de bail reste toujours, quitte les lieux, il n'a pas de préavis à donner. Ok. Et bien sûr, voilà, bon, il demeure solidaire. Bon, après, à condition, évidemment, que le bailleur soit au courant qu'il y a quelqu'un d'autre dans les locaux, d'où l'intérêt aussi toujours de poser des questions vis-à-vis du locataire, et voilà, pour attraper cette solidarité. Mais bien sûr, encore une fois, qui se termine, une fois que le PACS est terminé. Ok. Et aussi, tant que j'y pense pour le PACS, si jamais il n'y a qu'un seul des deux qui décide de quitter le logement, la deuxième partenaire pacsée ne peut pas rester, sauf s'il conclut un bail lui-même avec le bailleur. D'accord, il faut refaire un autre Il bail faut derrière. refaire un autre bail, il faut que le bailleur soit d'accord. Ok. Parce que techniquement, il ne figure pas sur le bail, donc il n'y a pas Forcément. de.
Et puis même, par sécurité pour les personnes pacsées, supposons que le premier partenaire a conclu un bail, le deuxième vient ensuite se greffer dessus, il peut demander la co-titularité du bail. D'accord. C'est aussi une possibilité. Et ça, le bailleur ne peut pas s'y opposer. Ensuite, le dernier cas de figure pour le concubinage, alors là, comme on dit concubinage, il peut avoir une personne sur le contrat. Donc là, c'est le même mécanisme que pour le Pacs. Sauf que voilà, là, on n'a pas le même système de solidarité. D'où l'intérêt, encore une fois, je le rappelle, de bien se renseigner sur la situation dans le logement pour insérer à ce moment-là une clause de solidarité vis-à-vis du concubin qui reste et de celui qui part pour garder quand même une certaine garantie. Et en revanche, aussi sur le... Je viens de m'y perdre. Je viens de m'y perdre sur les concubins. Voilà, donc l'intérêt, effectivement, est de se renseigner pour les concubins, de l'intérêt d'une clause de solidarité. Pour celui qui va partir, naturellement, il devra donner son préavis de départ. Ok. Voilà, et il sera responsable jusqu'à ce qu'il ait quitté les lieux. Par contre, derrière, il y a un recontrôle du dossier. C'est-à-dire que l'autre doit refournir tous les éléments de dossier Non, pour que... non. Le bail continue pour le concubin qui reste, sauf qu'il aura à sa charge la totalité des loyers et charges. Ok, mais il n'y a pas une réévaluation totale du Non, dossier. D'accord. non. Si l'un des deux décide de partir, il donne lui-même de son côté son préavis. D'accord, ok. Voilà. Précision importante. Merci beaucoup.